Cette émission vous est présentée par Doyon Cuisine et Bœuf et compagnie. Alors, bienvenue tout le monde, joyeux Halloween, bienvenue à Au goût de chez nous. Aujourd'hui, on va travailler des saveurs qui sont d'ici, qui sont relatifs à la fin de l'automne, mais qui ont une touche italienne. Donc, les petits plats réconfortants qu'on s'installe au chaud parce que le froid arrive. On va faire une superbe crème de courge musquée, courge butternut, c'est un mets quand même en Italie qui est très prisé. On va également se faire une lasagne 5 étages dans laquelle on va mettre un paquet de légumes qui viennent de la ferme de mon ami Maurice Talissé. On va utiliser des fromages de chèvre également et des fromages de lait cru. Et pour dessert, on va se préparer des petits funnel cakes, c'est des petits gâteaux typiquement américains qu'on retrouve sur le bord de la mer, sur les boardwalks. Donc, ça consiste à un petit gâteau qui est frit à la friture, qu'on sert avec un petit sucre en poudre. Nous, on va l'accompagner en plus d'une petite ganache au café expresso. On va tout d'abord commencer par faire nos pâtes fraîches. On va pétrir notre pâte, on va la laisser se reposer. Pendant ce temps-là, on va avoir le temps de commencer notre potage, faire notre sauce tomate et cuire les légumes et la viande qu'on a besoin pour faire notre lasagne. Donc, première étape, pâtes fraîches. Donc, pour faire nos pâtes fraîches, tout ce qu'on a besoin, c'est de la farine puis des œufs. Farine tout usage peut très bien faire l'affaire. Si jamais vous avez une farine plus spécialisée comme la double zéro, qu'en Italie, ils utilisent beaucoup, vous pouvez l'utiliser, mais farine blanche, c'est parfait. Là, j'ai 500 g de farine pour 5 œufs. Un œuf par 100 g de farine. Donc, ça demande environ 3 tasses et demie. Je ne peux pas vous dire précisément en tasses. Ça dépend beaucoup du compactage. Donc, si vous avez la chance d'avoir une balance à la maison, je vous conseille. Sinon, je vais vous donner un petit truc. C'est que vous mesurez environ 3 tasses et demie. On va la déposer dans notre bol, mais on va en conserver une demi-tasse environ. OK? Avec nos doigts, on va faire un puits. Et on va, dans un petit bol ou une petite tasse, on va casser nos 5 œufs entiers. Juste pour être sûr qu'il n'y a pas de morceaux de coquille qui tombent dans notre mélange directement. Moi, je préfère les battre un petit peu à côté, ça les liquéfie. Puis ça uniforme le jaune et le blanc. On n'a pas de petits morceaux de blanc qui peuvent rester tout seuls ou de jaune, donc la pâte va être de couleur uniforme. Avec une fourchette, tout simplement, on va crever les jaunes dans notre tasse et on va les battre légèrement. On rajoute pas d'eau, on rajoute pas de sel, on rajoute pas d'huile d'olive. Si jamais vous voulez rajouter une petite cuillère à soupe d'huile d'olive, libre à vous, ça ne changera pas grand-chose à la pâte. Ça ne lui donnera pas nécessairement un goût meilleur. Puis pour ce qui est du sel, on ne le met pas tout de suite parce que de toute façon, quand on va cuire nos pâtes tout à l'heure, ils vont cuire premièrement dans notre sauce tomate. Donc la sauce va déjà être assaisonnée. Donc si vous aviez à faire des pâtes autres qu'une lasagne, vous auriez juste à saler votre eau comme il faut, donc une eau bien salée pour faire cuire vos pâtes. On dépose les œufs au centre du plat et on mélange. Tranquillement, on incorpore la farine. Quand je vais avoir une belle boule de pâte, je vais la sortir, je vais la travailler sur le plan de travail. Il faut la pétrir durant environ 5 minutes. On essaie de ne pas aller trop vite, sinon ça va faire des grumeaux de farine dans notre mélange à pâte. Donc en n'ayant pas mis toute notre farine, quand on va pétrir, tantôt on va en avoir besoin de la farine, on prendra celle-là pour l'incorporer tranquillement. Si je l'aurais mis tout de suite puis qu'on n'aurait pas eu assez de liquide avec les œufs, ce qui serait arrivé, c'est qu'on aurait une pâte sèche puis friable qui ne serait pas élastique, donc pas très jolie, qui se travaillerait très mal. Donc c'est mieux vraiment d'avoir un peu plus d'humidité au départ, de s'assurer d'avoir une belle élasticité dans notre pâte. Et en la pétrissant, si elle est collante puis qu'elle colle trop sur nos doigts ou le plan de travail, on peut rajouter librement la farine sans problème. Donc, la farine est pas mal toute incorporée. Je vais finir avec mes doigts. On va transférer ça sur le plan de travail. Et là, on va pétrir. Le pétrissage est bien important, c'est ce qui va donner l'élasticité à notre pâte. Puis la pâte, il faut qu'elle soit très élastique parce que quand on va la rouler tantôt, il faut qu'elle s'étende. La période de repos qu'on va donner à notre pâte après l'avoir pétrie, c'est pour permettre
à la pâte de se détendre. Donc, en la pétrissant, on va faire comme des fils élastiques avec la farine. Et si on venait qu'à la rouler tout de suite, ce qui arriverait, c'est qu'on l'étendrait, elle rapetisserait tout le temps. Ce qu'on va faire en la laissant se reposer, c'est que quand on va l'étendre, elle va garder sa forme d'original. Donc, on n'aura pas besoin de travailler 2 fois puis s'étirer du temps pour rien. Vous allez voir qu'en pétrissant, on a l'impression qu'il y a trop de farine, mais en pétrissant, on dirait que l'humidité ressort. La farine absorbe l'humidité. Ça va devenir éventuellement trop collante, il va falloir que j'en rajoute. Donc, là, elle commence à recoller un petit peu, il va juste falloir que j'en rajoute un peu. Puis là, on fait ça pendant 5 minutes. Puis vous voyez, je la plie, je l'étire, je la plie, je l'étire. C'est la technique. On ferait du pain que ça serait la même façon de procéder. Donc, même technique, on pétrit, on pétrit. Juste mettre un peu de farine. Cette pâte-là, elle peut se faire au robot culinaire aussi, si jamais c'est un peu moins compliqué. Si vous avez un robot culinaire, donc avec une lame rotative dans un bol, vous avez juste à mettre la farine dedans. Là, de partir et de rajouter vos œufs tranquillement. Puis aussitôt que vous allez voir votre mélange devenir un peu comme des granules de farine puis de jaune d'œuf, vous la sortez du bol puis vous la pétrissez pendant 1 ou 2 minutes. Le tour va être joué. Vous allez voir, vous allez avoir une très belle pâte avec un robot culinaire. La note, elle s'en vient très bien. Une petite façon de vérifier si notre pâte est prête. On fait une petite boule avec. Et on va rentrer notre doigt. Dedans, on va presser. Si la pâte ressort, c'est que notre élasticité est bonne, donc on peut arrêter. Donc on fait juste ça comme ça. Vous voyez, ça reprend sa forme originelle. Donc notre pâte est pas mal cute. On va la rester comme ça. Je vais juste la couvrir avec une pellicule plastique. On va la laisser température pièce parce qu'on va la faire cuire de toute façon dans pas très grand temps. Donc juste la laisser se reposer comme ça. Elle n'est pas collante, mais elle est quand même lisse et uniforme en couleur, donc il y a eu un bon mélange. Notre pâte est en train de se reposer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer la cuisson de notre potage. Il y a 2 façons de procéder pour le potage de courge musquée. La première, ça serait de faire cuire notre courge au four en la coupant en 2 et en enlevant les graines, la mettre sur une plaque, la faire cuire environ une demi-heure, 35-40 minutes, pour ensuite en retirer la chair et la mettre dans notre potage. Personnellement, j'aime mieux la partir en épluchant moi-même la courge et la faisant cuire directement dans le chaudron. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va avoir besoin de 2 courges environ. On met un poireau par courge. On va avoir besoin de 2 gousses d'ail et d'un oignon espagnol. Donc, on va tout parer ça. Premièrement, les courges sont assez dures à éplucher. Parfois, la pelure est très dure, mais j'ai trouvé un outil qui est très pratique, le Titan Pillar. On le voit souvent annoncé à la télévision, on se dit toujours que c'est un peu de la frime. Par contre, c'est la seule chose que j'ai trouvée qui épluche facilement une courge. Donc, je vais vous montrer. Donc, avec votre super Titan Pillar, pour surtout pas plugger personne. Donc, je fais le tour dans ce sens-là pour la base. Aussitôt que j'arrive dans la partie qui devient plus droite, dans ce cas-là, à partir de là, je descends dans ce sens-là. J'aime mieux être à côté sur le plan de travail pour pouvoir tirer vers moi plus facilement. J'ai plus de force en tirant. Alors, les courges sont épluchées. Je vais juste peler mon oignon et l'émincer finement. La grosseur n'est pas très importante. De toute façon, on va tout passer ça dans le pied mélangeur tout à l'heure, donc pas de souci à se faire. Le plus petit possible, ça facilite le travail de notre pied mélangeur. Donc, grossièrement, vraiment, c'est pas un concours de beauté. On a besoin de 2 gousses d'ail. J'ai préparé un petit peu plus. On va en avoir besoin tout à l'heure pour notre sauce tomate. Je vais juste enlever les parties qui sont pas belles. Puis ça, on n'a même pas besoin de les couper. On va les mettre entières dans notre potage. Ils vont cuire tranquillement. Puis tantôt, ils vont être réduits en purée, donc on les verra même pas. Bon, celle-là n'était pas bonne. On va en prendre une autre. Voilà. Donc, 2 ou 3 gousses d'ail. J'ai pris 3 parce qu'elle était un peu petite. Les poireaux. Les poireaux, ça pousse dans la terre, veut pas, il y a beaucoup de terre. Donc, quand la tige sort, souvent, il y a de la terre qui s'accumule à l'intérieur des feuilles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le vert, premièrement, parce que je m'en sers pas, puis ça va donner une couleur brunâtre à mon potage. Donc, vu que l'orange et vert, ça fait du brun, je vais juste les mettre de côté au compost. Ensuite de ça, vous allez juste couper votre poireau en 4. Okay? Vous voyez, c'est vraiment plein de terre, c'est très sale. Donc avec ça, je vais l'amener au lavabo et on va le rincer. Puis en ayant ouvert de cette façon-là,
L'eau va pouvoir rentrer dans les feuilles puis bien rincer. Un petit truc pour laver les poireaux, je vais vous montrer. Vous avez une grande tasse à mesurer ou un grand contenant. Vous avez juste à le remplir d'eau et activement venir faire le batteur de laveuse dans votre tasse d'eau. Donc les feuilles extérieures avec les doigts, on est capable. Donc ça aussi, je le coupe émincé grossièrement. J'aime beaucoup le potage avec du poireau dedans. Je trouve que c'est un des légumes numéro 1 à mettre dans peu importe le potage. C'est beaucoup moins fort que le goût que l'oignon. Donc, je n'invite pas pour le mettre. C'est un goût d'oignon, mais un goût doux d'oignon. Ça donne d'excellentes saveurs à tous les potages. Moi, c'est mon ingrédient fétiche. Je vais prendre un petit chaudron. On va y mettre une petite noix de beurre, juste comme ça. Je vais déposer tout de suite les oignons puis le poireau. Puis tranquillement, pendant que j'épluche et que je coupe mes courges, je vais faire revenir mon poireau et mes oignons dans le petit peu de beurre. Une petite goutte d'eau pour aider à ramollir. Les courges, pour les couper, on enlève la partie du bout, donc le pédoncule. Sur la hauteur, je la coupe en deux. Et faites très attention quand vous coupez ça, c'est très dur. Donc, mettez votre main à plat sur le couteau, ne mettez jamais vos doigts en dessous. C'est la meilleure façon de perdre un bout de doigt. Donc, juste les couper en deux. Vous voyez, il y a beaucoup de chair à l'intérieur. Donc, toute la partie qui est droite et qui n'est pas bombée ne contient pas de graines. Donc, c'est une des courges, je trouve, qui a vraiment un bon ratio de chair-travail. Pour ce qui est de la partie du bas, bien, on a juste à la retirer doucement avec un autre couteau. Donc, vraiment, gratter comme il faut l'intérieur, comme quand on vide une citrouille pour l'Halloween. On met ça de côté. Est-ce que les graines se mangent? Sans doute que oui. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup de travail pour ces déloger, ceux-là. Donc, l'oignon, le poireau commence à ramollir. C'est parfait. Je vais couper ma courge en dés. Donc, je vais juste tailler des tranches, environ 1 cm. Je vais faire des cubes avec. J'aurais pu aussi tout simplement mettre les courges avec les poireaux, l'oignon, l'ail, directement dans le chaudron, courir de bouillon de poulet puis le faire cuire. Mais les faire revenir comme ça développe une certaine saveur chez l'oignon puis le poireau qui va rehausser le goût de notre potage. C'est infime, c'est vraiment quand on est habitué, on voit une différence. L'autre façon, ça serait de laisser mijoter beaucoup plus longtemps notre potage. Donc, au lieu de le faire cuire 30-35 minutes, on pourrait le laisser facilement 1 heure, 1h30, puis on obtiendrait le même résultat qu'en les faisant pré-sauter comme ça. Ça arrive souvent au restaurant que je vais laisser mon potage cuire 2h30, 3h. Je trouve que les saveurs ont le temps de toutes se mélanger. Puis on obtient un résultat beaucoup plus savoureux, tant qu'à moi. En plus, les légumes, ils deviennent vraiment trop cuits, donc facilement réduits en purée, quand c'est le cas des crèmes, en tout cas. Juste vérifier qu'il n'y ait pas de coloration qui est en train de se faire. C'est bon, je vais juste rajouter un peu plus d'eau pour éviter que ça colore. OK. Donc, ça va cuire dans la vapeur comme ça. On va avoir le temps de finir de couper nos courges, puis on va racheter notre bouillon de poulet après. Donc, on va tout transférer ça directement dans notre chaudron. Donc, une fois que les courges sont dans notre potage, on va juste rajouter un petit peu de poivre noir, pas beaucoup. J'aime mieux le mettre avant, le goût a plus, on en met moins, puis on dirait que la saveur se répand un petit peu plus partout. On va mettre un petit peu de sel. Je sais que mon bouillon ne sera pas très salé. Alors, bouillon de poulet, là, je ne veux pas couvrir complètement mes légumes. Je veux que le bouillon arrive juste en dessous. Genre, les légumes devraient dépasser. Ce qui arrive, c'est que cette chair de courge-là, elle est très dense comparativement à une citrouille ordinaire. Donc, les alvéoles sont vraiment très serrées. Mais elle développe beaucoup d'eau en cuisant, donc la purée ne sera pas assez épaisse. Donc, je préfère pouvoir rajouter du bouillon après pour lui donner la consistance que je veux que d'en mettre trop tout de suite puis d'avoir à laisser évaporer, évaporer, évaporer à pu finir. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter le bouillon. Vous allez voir, c'est à peu près juste un peu comme ça. C'est mouillé partout, mais on voit encore des morceaux de courge qui flottent à la surface. Donc, je vais juste couvrir ça. On va laisser mijoter ça environ 35 à 40 minutes, le temps de préparer toutes les autres choses qu'on a à faire. Je vais transférer ça vers mon rond arrière. Je vais avoir besoin du rond avant pour préparer notre sauce tomate. Donc, sauce tomate, on va faire une sauce tomate de base très simple avec un petit peu de basilic, un peu d'ail, un peu d'oignon. Ici, j'ai 3 litres de tomates
italiennes concassées dans leur jus. Je vous laisse choisir la meilleure sorte que vous préférez à la maison. De préférence des tomates italiennes, donc à l'étuvée qui vendent à l'épicerie, c'est parfait. Vous aurez besoin peut-être de 4-5 cannes. On a besoin quand même d'une bonne quantité de sauce, puis si jamais il en reste, mais c'est jamais perdu de la sauce tomate. Donc, je vais mettre 2 oignons, la quantité de tomates qu'on a là. Là aussi, on va couper des fins, mais on n'a pas besoin de les couper trop fins. De toute façon, je vais réduire la sauce en purée au pied mélangeur après. Donc, on va mettre ça tout de suite dans notre casserole. Je vais la mettre à chauffer. Et on va rester dans notre région, donc on va utiliser notre huile de canola biologique. Et on va déposer tous nos oignons directement dans la casserole. Là, on va les faire tomber, qu'on dit. Donc, on va les laisser cuire jusqu'à temps qu'ils deviennent transparents un petit peu, sans avoir de coloration. On va juste les brasser souvent pour éviter justement qu'ils restent trop longtemps en contact avec le fond de notre casserole puis qu'ils deviennent un peu colorés. Pendant ce temps-là, on va préparer notre ail. Donc, juste séparer ça en deux. On va en mettre une tête complète. Il y en a qui vont trouver que c'est beaucoup d'ail, mais on va rajouter une tonne de légumes tantôt là-dedans. Il va y avoir du fromage, du veau haché, donc ces choses-là, on les assaisonnera pas. Fait qu'il faut vraiment qu'ils puissent venir relever tous les légumes puis la viande qu'on va rajouter dans notre lasagne. Ça frétille fort pas mal. Donc, elle aussi, pas besoin vraiment de les couper vraiment trop petits parce qu'on va la réduire en purée tantôt, notre sauce tomate, avec notre pied mélangeur. Et voilà, c'est très grossier. Donc, tout à l'heure, quand la sauce va être prête, qu'on va l'avoir passée au pied mélangeur, pardon, on va rajouter notre basilic fraîche. On ne veut pas la mettre tout de suite, ça ne sert à rien. La basilic va perdre sa saveur en cuissant. Si c'était des herbes déshydratées, je pourrais les mettre tout de suite, il n'y aurait pas de problème. Mais vu qu'on utilise des herbes fraîches aujourd'hui, on va la mettre vraiment en dernière minute. Donc, les oignons ont bien tombé, l'ail a cuit un petit peu, c'est le temps de rajouter nos tomates. Là, j'ai laissé le jus dedans. Les tomates italiennes ont vraiment beaucoup de chair, donc vous allez voir que pas besoin de rajouter de pâte de tomate. Juste le jus puis les tomates en morceaux qu'on va réduire en purée puis l'évaporation qu'il va y avoir eu. Ça va être suffisant pour avoir une belle consistance. Puis de toute façon, étant donné qu'on utilise des pâtes fraîches, les pâtes fraîches, on ne les fera pas pré-cuire avant de dresser notre lasagne. On va les mettre directement dans notre lasagne. Donc, c'est l'eau qui est contenue dans nos pâtes, dans nos sauces, pardon, qui vont cuire nos pâtes. Donc, elles vont absorber vraiment toute l'eau. Et ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir une lasagne avec une pâte bien gonflée. Puis quand on va la couper, elle ne fera pas de glissage d'un côté de pâte de l'assiette, puis avec de l'eau dans le fond de notre assiette. Vous allez avoir un beau carré de lasagne tendre et juteux. Ça ne mijotera pas très longtemps. Aussitôt qu'on va avoir un bouillon là-dessus, on va baisser le feu, ça va prendre 10 minutes, puis j'arrête tout ça. Vraiment laisser le temps à nos petits légumes qui sont vraiment coupés pas très gros de cuire. Et ça va être suffisant, on va mettre ça de côté. Là, on va s'attaquer à la place à nos légumes et à notre viande qu'on va mettre dans notre lasagne. Donc, aussitôt que ça bouille, je vais déplacer ça sur un autre rond pour avoir accès à mon rond qui est très fort. Juste baisser le feu sur notre soupe. Quand ça commence à bouillir, on va venir le brasser un petit peu à tantôt, juste pour être certain que tous les légumes ont la chance d'être immergés. Donc, on ne salira pas trop de vaisselle, on va tout faire cuire nos garnitures dans la même poêle. Donc, juste prendre une grande poêle. Donc, on va avoir besoin d'un gros plat d'épinards. Là, il y a une livre d'épinards dans ces plats-là. Je vais tout la faire cuire. De toute façon, ça va beau être un gros contenant comme ça. Je pense qu'il va y avoir à peine une 3/4 de tasse d'épinards une fois cuit. On va laisser chauffer la poêle juste quelques minutes. Puis après ça, je vais complètement mettre tous ces épinards-là dans la poêle. Une fois qu'ils vont être cuits, on va les déposer dans le bol. Je vais les laisser vraiment longtemps dans la poêle. Je veux que toute l'eau qui est contenue dans les épinards, puis elle en contient énormément, s'évapore. Je vais avoir une purée d'épinards qui va se tenir quand même assez sec. Je vais mettre le couvert. La vapeur va faire qu'ils vont tomber toutes seuls. Je vais juste le brasser quand je vais voir qu'ils ont commencé à descendre un peu dans la casserole. Je vais le brasser un petit peu pour être sûr que ça colle pas au fond, que ça brûle pas. Les épinards, on va les mélanger avec le fromage ricotta. Je vais le mettre directement dans mon plat. On rajoutera les épinards chauds par-dessus, c'est pas très grave. Pendant que nos épinards sont en train de cuire, on va tailler nos zucchini. Donc, 2 zucchini. Ça aussi, ça contient énormément d'eau, puis qu'en cuisant, il ne restera vraiment pas grand-chose. Donc, même chose pour l'aubergine. On va les couper en petits cubes. Ça va faire de la purée presque de l'aubergine, donc
quand on va rajouter notre fromage dans notre lasagne tout à l'heure, le fromage va aider à tout ça à se tenir entre les étages pour pas justement que l'eau contenue dans les légumes se fasse les étages se séparent quand on va les mettre dans l'assiette. Juste vérifier mes épinards. Voilà, ils ont déjà commencé à tomber pas mal. À ce moment-là, je vais enlever le couvert. Là, je veux que la vapeur puis l'eau s'évapore. Je vais saler et poivrer légèrement. Même chose pour ma sauce tomate. Je n'avais pas fait tantôt, donc 2 bonnes cuillères à thé de sel. Une bonne dose de poivre. Si vous aimez ça un petit peu piquant, vous pouvez toujours ajouter un peu de piment broyé dans votre sauce. Libre à vous. On va garder ça doux dans notre cas. Puis là, je les épluche pas, ils n'ont pas besoin. Ils sont pas très gros, puis la peau était quand même mince. Ça arrive parfois. Et quand ils sont longtemps au champ et qu'il fait très chaud, la pleure épaissit pour protéger le légume, ce qui est naturel. Donc, c'est pas le cas ici. Vraiment très fine la peau. Donc, c'est pas mal cuit, mais je vais quand même, comme je vous dis, laisser évaporer l'eau. Donc, je vais les laisser là. Vu que je suis pressé, là, je vais les mettre dans mon chinois au lavabo, puis je vais laisser le jus s'égoutter naturellement parce que on n'avancera pas sinon. Je remets ça sur le feu. Les épinards, ce qu'on va faire, c'est regarder si on va les presser avec la cuillère dans notre passoire. Vraiment beaucoup d'eau là-dedans. Puis ça, c'est le côté décourageant de la chose. Ça, c'est tout ce qui reste. Une livre d'épinards. Je vais quand même la séparer de mon fromage. Elle est très, très chaude. Je remets ma poêle sur le feu. Je vais rajouter un petit peu d'huile. On va faire sauter un de nos 2 légumes. On va commencer par l'aubergine, directement. L'aubergine, je vais essayer de donner une coloration, par exemple, parce que je veux qu'elle développe ses saveurs. Donc, je la laisse dans la poêle, je n'y touche pas. Je la laisse griller comme il faut. Je vais la brasser juste tantôt. On va secouer la poêle un petit peu pour les tourner de côté. Mais je vais y aller à l'oreille encore une fois. Je vais remettre un petit peu d'huile. Des petites éponges à huile, les aubergines. Donc, un poivron de chaque couleur. Donc, si jamais il y a un de ces légumes-là que vous n'aimez pas dans votre lasagne, vous avez juste à l'omettre et doubler l'étage que vous préférez. Donc, libre à vous. Juste brasser encore nos petites aubergines. Laisse bien caraméliser, on va avoir un bon goût. Bonjour, je me présente Pascal Gagnon, propriétaire de la boucherie Bœuf et compagnie. Je suis issu de la restauration, donc chef cuisinier de métier, recyclé en boucherie depuis 1 an et demi. Maintenant, on tient une belle boucherie d'un nouveau concept, qui a un peu l'approche de cuisine française, prête à cuisiner, avec des beaux produits marinés, prêts à cuire. Nous, on élabore beaucoup avec des produits régionaux, produits québécois, tant au niveau du poulet, porc, bœuf, les fromages locaux et québécois. Ce qui m'a amené vers la boucherie et quitter la restauration, c'est une nouvelle approche client, une nouvelle combinaison travail-famille, et puis toujours le côté rapport client qui me tenait beaucoup à cœur. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est ouvert, oui. Et puis, ça va vraiment très bien. Une belle clientèle locale, une clientèle régulière qui est toujours fidèle à notre magasin. Beaucoup de clients qui viennent de la région, donc clientèle de tout genre qui viennent chercher du gibier, qui viennent chercher notre bœuf vieilli 40 jours au crochet, notre agneau du Québec. Donc, une clientèle spécifique à pas mal tous nos produits en stock. On dessert quand même relativement beaucoup de restaurants dans la région et à Montréal, puisqu'on a des produits spécifiques qu'ils recherchent. Et puis sinon, c'est ça, c'est une belle clientèle de toutes les gammes. Il y a beaucoup de producteurs régionaux qui font que ce soit du bœuf, de la volaille, du porc, pas nécessairement biologique, mais sans hormones, sans antibiotiques, avec un respect de l'élevage.
c'est cette gamme-là que j'aimerais amener et proposer à ma clientèle éventuellement. Nos légumes sont en train de finir de cuire. Notre sauce est presque prête. On a notre pâte qui est prête. On va étendre notre pâte pour faire nos lasagnes. Donc, juste prendre notre planche à découper ici. On ira reporter nos légumes tantôt. Je vais juste la séparer en environ 4 parts égales. Là, on va avoir besoin d'un petit peu de farine parce qu'en détendant, elle est devenue beaucoup plus collante. Donc, on va couper ça en 4 parts, donc juste en 2. Et comme ça, on a 4 parts égales. On va se prendre un petit peu de farine d'abord ici. On va l'approcher. On va voir sous la main, ça va être pratique. Donc, je vais juste mettre mes boules de pâte là. Je vais retourner ma plaque en arrière avec mes légumes. Donc, les aubergines étaient presque prêtes. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis au four pour qu'ils finissent de sécher. On va juste faire la même chose avec les zucchini. Les zucchini. Et là, je vais rajouter sel et poivre que je n'avais pas mis tantôt. Toujours bien assaisonné. Chaque étape. Mettre un petit peu d'huile. Et on va faire revenir notre dernier rang de légumes qui c'est les poivrons, les 3 couleurs. Donc ça aussi, je les laisse rôtir, il n'y a pas de problème. On va bien les enrober d'huile. On va leur mettre tout de suite un petit peu de sel et un peu de poivre pour ne pas oublier. On va laisser rôtir ça comme il faut. Là, on va s'attaquer à notre pâte. Donc, ici, on a un laminoir. Un laminoir, ce que c'est, dans le fond, c'est juste 2 rouleaux qui compressent la pâte puis qui la fait sortir. Ça fonctionne avec une manivelle, tout simplement. Si vous en avez un électrique chez vous, tant mieux pour vous. Nous, on va utiliser la bonne vieille méthode. Donc, on va préparer un petit peu de farine ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais tremper ma pâte dedans et je vais l'aplanir. Et je vais essayer de la faire la plus mince possible. Parce que les 2 petits rouleaux qui sont là-dedans, ils ont différentes épaisseurs. Donc, on a un ajusteur ici sur le côté qui réduit à chaque fois qu'on passe. Il y a 7 niveaux différents qui réduit l'espace qu'on a entre chacun des rouleaux. Donc, on va commencer ici. Cet appareil-là fonctionne avec le numéro 1 qui est le plus large. Et on va se rendre jusqu'au niveau 6, 5 ou 6. On va regarder tout dépendant de l'épaisseur que notre pâte va nous donner. Parfois, avec l'élasticité, en rapetissant, elle redevient plus épaisse. Donc, il faut la rouler un peu plus mince. Pour l'instant, je vous dirais qu'on ne se battra pas beaucoup avec ce qui est de l'élasticité. Parce qu'elle se maintient très bien juste en la façon que je l'ai tendue avec mes doigts. On va passer notre pâte, donc épaisseur, je mets la pointe dedans, je mets un petit peu de farine sur mes rouleaux. Donc avec les doigts, je vais presser pour rentrer la pâte dedans et je vais juste simplement rouler pour aplanir la pâte. Donc, les premières pâtes, ce que je vais faire, c'est que je vais la replier une deuxième fois. Je vais essayer d'avoir une pâte rectangulaire au départ. Ça va faciliter la tâche tantôt, on va avoir moins de pertes quand on va couper. Je vais rentrer la partie que j'ai pliée ici, parce que si jamais il y avait des bulles d'air dedans, ce qui arriverait, c'est que la pâte éclaterait en voulant faire sortir l'air. Donc, je rentre la partie qui a été pliée. J'appuie pour bien l'entamer dans le rouleau et tranquillement, je roule. Et je vais répéter cette opération-là pendant 6 niveaux différents. Donc, niveau 5, et comme je vous dis, moi je vais arrêter au niveau 6. Niveau 7 étant surtout pour les pâtes quand on fait des vermicelles vraiment très très fins, des cheveux d'ange, des choses comme ça. Juste la soutenir quand elle sort, vous n'avez pas besoin de tirer dessus, c'est vraiment suivre ce qu'elle vous donne au bout du rouleau. On fait juste faire suivre ça. On va juste remettre un petit peu de farine dessus pour la sécher comme il faut, pour pas qu'elle colle sur le plan de travail quand elle va être prête. Donc, juste vraiment généreux, soyez très à l'aise. Je vais brasser mes poivrons. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Excellent. OK, niveau 6. Et voilà. Là, je vais la soutenir un peu à l'arrière parce qu'elle est vraiment longue. Puis vu qu'elle est très élastique, j'aurais peur qu'elle déchire par le poids qu'elle va exercer en descendant. Donc, je vais rouler tranquillement. Puis je vais sortir le petit pli qui va se faire à sa sortie. Donc, soutien à l'arrière, étire un peu en avant.
Ça commence à être long, hein? C'est bon. Maintenant, on va juste terminer ça. Et voilà, regardez ça. Premier rang de pâte est prêt. On va juste enfariner comme il faut. Je vais en mettre un petit peu sur le plan de travail pour être sûr d'en ramasser partout dans la maison tantôt. On va la laisser sécher un petit peu. Tout à l'heure, on va juste la tailler de la grandeur qu'on a besoin pour notre moule. Donc, il n'y aura pas de perte, du moins un minimum. Nos poivrons sont prêts. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au four eux aussi, puis ils vont continuer à s'assécher un petit peu. Il va rester notre veau à faire cuire, donc on va y aller avec cette étape-là. On va mettre encore un petit peu d'huile, toujours la même poêle, hein? On garde nos saveurs, pas de problème. Je vais juste mettre le veau haché. Ici, j'ai du veau qui vient des fermes Valens à Huntington. C'est du veau biologique, nourri au grain végétal, sans OGM. Jamais reçu un petit vaccin, est en parfaite santé, libre dans les champs, se nourrir d'herbes. Donc, sauce tomate, ça doit faire un bon 15 minutes qu'à bout, si c'est pas 20. On va laisser éteindre le feu, je vais la laisser comme ça. Elle va tiédir, on va racheter notre basilic tantôt. Donc, puis on va la réduire en purée après. Donc, juste bien rôtir la viande. Encore une fois, sel et poivre. Faut pas en manquer une. Là, j'aurais pu rajouter un peu d'oignon haché là-dedans. Mais il y en a déjà dans notre sauce. On a beaucoup de légumes pour donner de la saveur. On n'en mettra pas. De toute façon, on en aurait mis peut-être un quart d'oignon seulement. Libre à vous de le rajouter. Moi, je pense vraiment pas que c'est nécessaire. On va vraiment avoir un paquet de saveurs, donc on va être gâtés. OK, on recommence. On en a encore 3 à faire de même. Ça va être la même chose. Donc, juste étirer avec les mains en partant. On règle au numéro 1. Petite pression pour le rentrer dedans. Et on tourne. On va les fariner généreusement. Je vais les superposer juste pour les 2 premières, en tout cas. Il y a certains qui ne collent pas ensemble, qu'on ait fait notre travail pour rien. On va commencer le dressage de notre lasagne. Donc, on va préparer une lasagne pour environ 4 à 6 personnes, tout dépendant de votre côté goinfre. J'ai 2 petits plats ici. On va juste évaluer la grandeur du plat. Donc, la lasagne, vous voyez, j'ai pris un plat quand même de la largeur de ma nouille. On va se sauver un petit peu de temps là. Alors, on sort les légumes du four ici. Ils sont bien colorés, ils sont tous bien cuits. Il n'y aura pas beaucoup d'eau dedans, la pâte devrait quand même cuire facilement puis absorber ce qui reste. On va se fixer notre barème. On va juste enlever la partie qui amincit un peu vers le bout. On va mettre ça de côté et je vais... Donc, ça vous donne une idée. Mon plat, il va être la grandeur de mon plat. Donc, je vais avoir ma nouille qui va couvrir exactement tout le fond. Donc, c'est un peu comme mon patron pour les prochains. Et comme mon plat va en évasant un petit peu vers la surface, les autres, je peux les faire de la même grandeur parce qu'il est un peu serré, mais je vais grandir un petit peu à chaque fois. Donc, on a besoin de 6 carrés de pâte environ par lasagne. Les autres, on va les mettre de côté. On va attendre de voir si on en a besoin. Notre sauce tomate, elle est prête. Je vais juste rajouter mon basilic. On va la réduire en purée. On va y goûter pour être certain qu'elle n'est pas trop acide. Les tomates sont pas trop acides. Si c'est le cas, on va juste rajouter un petit peu de sucre. 2 beaux bouquets de basilic, donc. On va juste enlever les feuilles. On va grossièrement les couper au couteau, puis ensuite, on va les réduire vraiment en purée avec le pied mélangeur. C'est prêt. Je vais juste goûter. C'est très doux. Je vais rajouter encore du poivre. Une bonne dose de sel encore et une petite tomate un peu... Juste une cuillère à soupe de sucre environ, là. Tout mélanger ça
avec notre cuillère de laboire. OK, là, ça goûte. Donc, ça, c'est prêt. On va approcher toutes nos choses qu'on a besoin. On va amalgamer notre épinard et notre fromage ricotta. Aussi, on va rajouter un petit peu de sel et de poivre parce que le ricotta est quand même très, très doux comme fromage. Donc, on va commencer par de la sauce qu'on va mettre dans le fond de notre plat. On couvre le fond, je vais en mettre un petit peu plus. Après ça, à chaque étage, je vais peut-être en mettre un petit peu moins, tout dépendant de qu'est-ce que j'y mets à chaque étage. Là, j'ai aussi oublié, je vais vous dire ça, j'ai préparé 1 kg de fromage râpé. Donc là-dedans, ce que j'ai du Montérégie de Fromagerie Chaput, j'ai un peu de Vailloche de la fromagerie Ruban Bleu, qui est un cheddar de chèvre. On a du parmesan et on a un cheddar fort aussi. Puis j'ai aussi mis un mozzarella traditionnel, donc on va avoir l'élasticité dans la lasagne, c'est toujours le fun. Donc juste bien amalgamer tous les fromages ensemble. Donc, on va commencer par mettre, on va les revirer de côté, c'est les premiers qu'on était plus petits. Une pâte de lasagne par-dessus notre sauce. Là, vous avez assez de légumes et de pâtes pour faire environ 4 plats comme ça. Donc, vous pouvez commencer par 3 pour être certain, tout dépendant de combien on va en mettre. On va essayer de ne pas en mettre trop épais de légumes à chaque chose. Parce que si je mets bien épais de légumes, c'est sûr que là, notre lasagne va glisser. Mais c'est surtout que le plat n'est pas très haut, mais je veux quand même avoir mes 5 couches. Là, il a l'air pas très haut, mais quand ça va cuire, la nouille va absorber et elle va gonfler. Fait que ça va faire vraiment un petit dôme au-dessus de notre plat. Donc, juste prévoir ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va étendre notre premier étage. Premier étage, je vous dirais, on va mettre la viande. Donc, le quart de notre viande qui est là. Pour ça, il y avait 1 livre de viande dans notre poêle. Donc, c'est vraiment un quart de livre. On l'étend. Puis là, c'est pas obligé d'être parfait. Vous allez voir que quand ça va cuire, on dirait que tout va s'uniformiser. Je vais mettre un petit peu de sauce par-dessus ça. Avec une cuillère, on va juste niveler ça pour que ça soit bien égal. Donc, sauce. Un petit peu de fromage. Pas une tonne. On appelle ça de la colle à lasagne. Donc ça va aider à se tenir tous les étages ensemble. On remet une couche de pâte. Une fine couche de sauce, très fine. Juste pour humecter notre nouille et pour dire qu'elle va cuire. Deuxième étage, on va mettre les aubergines. On va remettre un petit peu de fromage. On va remettre un petit soupçon de sauce, pas beaucoup. Donc, encore un coup, un autre étage. Cette fois-là, on va rajouter notre mélange de ricotta et d'épinards. Donc, juste au milieu, ça va être l'étage du centre. Un petit peu de sauce encore. Devinez qu'est-ce qu'on met, là? Eh oui, encore une nouille. Ça va être l'heure de nos zucchini. Là, vu que je commence à être inquiète pour la hauteur de notre plat varrois, on va mettre les zucchini puis les poivrons sur le même étage parce qu'après ça, on va finir notre lasagne. Donc, juste étendre un petit peu plus. J'ai pas mis de fromage tantôt à l'étage du ricotta. C'est déjà un fromage, donc on n'a pas besoin d'en mettre pour celui-là. La nouille va absorber l'eau qu'il y a encore dans le ricotta et dans les épinards. Elle va aider à faire tenir tout ça. On va remettre un peu de fromage encore. Là, je vais mettre un dernier rang de pâte quand même. On va l'appeler le rang chanceux, il est tout seul. Donc, on va boucler notre boucle avec ça comme ça. Là, je vous conseille fortement de le déposer sur une tôle au four parce que c'est sûr que la sauce va déborder en cuisant. Malgré que la nouille va en absorber beaucoup, il risque d'avoir un petit débordement, donc juste prévoir ça. Donc, on garnit ça généreusement de fromage. Enlever les bulles d'air. On va déposer ça sur notre plaque. On va enfourner ça pour environ 30 à 35 minutes. Vu que la sauce est chaude, ça va être beaucoup moins long. Donc, après 35 minutes, on va regarder. 375, 400 degrés. Tout dépendant de vos fours, donc 400, c'est une bonne moyenne. On va juste regarder après 15-20 minutes juste pour voir si notre fromage n'est pas trop grillé. Si c'est trop grillé, on va juste baisser la température pour être sûr qu'il ne brûle pas à la surface.
Donc, c'est parti. On va profiter de petits temps de pause. On va se ramasser un petit peu. On va réduire notre potage en purée. Puis après ça, on s'attaque à notre dessert. Ça ne sera pas très long, vous allez voir. Très rapide comme dessert. On s'est ramassé un petit peu. Maintenant, on va juste réduire notre potage en purée. Il est prêt. Il a mijoté environ 35 à 40 minutes même. Donc, on va vérifier qu'il ne manque pas de bouillon, le bouillon ne couvre pas encore les légumes. Par contre, quand on va le réduire en purée, on va pouvoir juger plus facilement de la consistance. Donc, on y va avec le pied mélangeur. Juste attention pour que ça éclabousse. Donc, il est encore très épais. Il me reste un petit peu de bouillon de tantôt. Donc, je vais le rajouter tout de suite. Je vais avoir de la misère à faire une purée plus lisse tout de suite. Idéalement, il faudrait que je rajoute encore un peu de bouillon, mais vu que j'aime ça un peu plus velouté, ce que je vais faire, au lieu de mettre du bouillon, je vais mettre un peu de crème 35. Je vais la rajouter tranquillement en mince filet, comme ça, ça va empêcher de faire un trop gros contraste de chaleur-froid qui pourrait faire surir le potage. Là, pour ceux qui paniquent un petit peu et qui m'ont versé de la crème, sachez que pour la quantité de bol qu'il y a là, j'ai mis l'équivalent de 2 petits godets à café. OK? Donc, c'est pas beaucoup tant que ça. C'est juste c'est de la 35 au lieu d'être de la 10 à café, mais ça reste que c'est pas si pire que ça. J'aime bien mes potages épais, donc libre à vous de mettre un peu plus de bouillon, donc si vous préférez. Moi, j'aime bien quand ça se tient comme ça. J'aime bien tremper mon pain chaud dedans pour qu'il absorbe et qu'il reste collé. J'aime le pain mouillé. Ma blonde ne peut pas sentir le pain mouillé, donc elle aime pas ça. Mais elle aime bien quand même que la crème soit épaisse, donc je vais la laisser comme ça. Ça, c'est prêt. Je vais juste laisser ça sur la cuisinière. On va garder ça au chaud. Prêt à servir tantôt. On va tout de suite se lancer dans la fabrication de notre dessert, nos funnel cakes. On va utiliser une bouteille plastifiée comme ça. Ça se vend dans les magasins du dollar ou dans les magasins d'équipements de cuisine spécialisés. On va l'utiliser. On va mettre notre pâte directement dedans avec un entonnoir, donc un funnel. Et on va ensuite la verser avec le petit trou dans la friteuse. Ce qu'il va faire, c'est qu'on va avoir des beaux petits serpentins de pâte qui frient. Ça va faire des beaux petits motifs. Ça va ressembler un peu à une mosaïque. Vous allez voir, c'est très joli. Donc, on va avoir besoin de 5 blancs d'œufs, 5 jaunes. C'est très important qu'il n'y ait pas de jaune d'œuf dans nos blancs. Sinon, ils ne seront pas capables de monter en neige. Donc, séparer ici. Donc, attention, mesdames et messieurs. La voici, la voilà. La lasagne. J'avais dit que ça gonflerait un petit peu, hein? C'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que notre nouille a bien cuit. Elle a absorbé toute l'eau qu'il y avait dans les légumes puis dans la sauce. Ce qui a asséché un petit peu notre mélange, mais qui va être encore très crémeux, tout le fromage qu'on a mis là-dedans. Ça va tout unir ça. Juste mettre ça ici. On va laisser ça tempérer un petit peu. Si je le coupe tout de suite, tout ce qui va arriver, c'est que c'est trop chaud. On va laisser le temps au fromage de figer un petit peu. Ça va faire des beaux petits carrés de lasagne à présenter dans notre assiette. Donc, on va continuer avec notre gâteau. On va aller au malaxeur. On va mettre les blancs d'œufs dans le malaxeur. Je vais les fouetter jusqu'à temps qu'ils fassent des pics très fermes. Donc, juste mettre les blancs avec une petite pincée de sel. Le sel va aider le blanc d'œuf à se faire des pics plus fermes puis à se maintenir en neige aussi après. On va allumer ça à haute vitesse tout de suite. Incorporer le plus d'air possible dans nos œufs pour que ça fasse vraiment une belle neige. Pendant ce temps-là, on va attaquer nos jaunes d'œufs. Donc, à nos 5 jaunes d'œufs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une demi-tasse de sucre. Faire un bon gâteau vraiment sucré. On va les fouetter pour incorporer le sucre tout de suite parce que je veux surtout pas que le sucre cuise mes jaunes d'œufs. Si je l'aurais laissé trop longtemps, si ça arrivait, c'est que le jaune aurait comme séché, durci, comme cuit. Ça aurait fait des grumeaux. Donc ça, je vais juste le fouetter légèrement. Je veux que ça blanchisse un petit peu. Puis le sucre soit bien dissous. Ça n'a pas besoin d'être plus que ça. Le sucre a l'air pas mal fondu. Ça a blanchi légèrement. À ça, je vais rajouter une cuillère à thé de vanille. On va aussi rajouter une tasse de lait et une tasse et demie de farine.
3 fois comme ça. Donc, on incorpore la farine et je veux pas qu'on fouette trop, OK? C'est vraiment aussitôt que la farine est toute mouillée et qu'elle a disparu, qu'il n'y a plus vraiment de moton, on va laisser ça tranquille. C'est bon. On va aller chercher nos blancs d'œufs. On sert ça en neige. Ça va faire beaucoup de blancs d'œufs. Une petite spatule, on va juste laisser tomber ça dans notre mélange. Bien gratter. Donc, le fait d'avoir fait monter nos blancs en neige comme ça, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un mélange très léger, plein de bulles d'air. Quand ça va toucher à l'huile, ce que ça va faire, c'est que ça va cuire rapidement, puis ça va nous faire une belle gaufre en serpentin très croustillant. Je vais essayer d'y aller très doucement. Donc, je vais tourner le fouet pour incorporer en pliant, juste vraiment plier, gratter le fond du bol. On pivote le bol en même temps. Comme ça, on va chercher vraiment tout le mélange, qu'il n'y a pas eu de blanc d'œuf encore. Donc, c'est vraiment comme ça. Quand ça a l'air bien amalgamé, on va le laisser tranquille. Donc, avec notre entonnoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir notre bouteille bien pleine, le plus possible. C'est assez épais, il va falloir aider un petit peu notre mélange à tomber. Donc, juste avec le dos de la cuillère poussé. On aurait pu prendre une poche à pâtisserie si on en avait une. J'en ai pas sous la main. Donc, notre bouteille est pleine. Avant de faire cuire nos funnel cakes, on va juste entamer notre petite sauce au café. Donc, on va juste mettre une demi-tasse de crème à bouillir. La belle crème 35. Demi-tasse, 3/4 de tasse. On va dire 3/4, je l'ai mis un petit peu plus. On va juste faire plus de sauce, c'est parfait. Donc, 3/4 de tasse de crème, on met ça à bouillir sur le rond. À ça, on va rajouter une cuillère à soupe de beurre. Et oui, encore du beurre. On va rajouter aussi 2 doses de café expresso. Ici, on a une petite machine expresso qui est géniale. Avec 2 petites capsules qui servent à faire de l'expresso. Donc, avec notre petite tasse, on va se faire 2 petits expressos bien serrés. On va déposer ça directement dans notre crème. Donner un bon goût de café à notre sauce. Après, dans notre grand bol ici, on va déposer environ 1 tasse et demi de grains de chocolat noir. Ici, on utilise un mexicain noir, 66 %. Aussitôt que notre crème bout, chaude, on la verse directement par-dessus nos pastilles. Ça va les faire fondre. Ça va tout de suite faire notre ganache au chocolat et café qu'on va mettre par-dessus notre dessert. Donc, on peut se permettre, en attendant que la crème bouille, de faire cuire quelques petits funnel cakes. Donc, ce qu'on va faire, on va vous montrer 2 façons différentes. La première serait d'utiliser les cercles de métal. Donc, à l'aide d'une paire de pinces, on déposerait le moule dans l'huile. Ce que ça va faire, c'est que la pâte ne pourra pas sortir de ce cercle-là, donc elle va cuire de vraiment une forme ronde. Donc pour une présentation spéciale, on peut faire ça. Il y a différentes sortes de grandeurs de cercles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser une canne de conserve vide que vous avez à la maison, les plus grosses, les cannes de tomates, et enlever les 2 côtés puis le déposer dans la friteuse. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir faire un beau disque qui va pas être meilleur, mais qui va faciliter une belle présentation. L'autre façon, ce serait de rien mettre du tout, puis juste faire le cercle avec notre pâte, puis il serait peut-être pas nécessairement égal partout, ni rond parfait, mais ça ne changera rien à la saveur qui va être vraiment délicieuse. Donc, on va se préparer un petit cabaret avec du papier absorbant pour quand les choses vont sortir, les funnel cakes vont sortir de notre huile, juste pour enlever, éponger l'excédent d'huile qu'il pourrait y avoir. Le papier absorbant est prêt. La crème bouille. Retirez ça. On vient verser directement sur le chocolat. Et on va laisser fondre un petit peu. On a le temps de faire cuire notre premier pendant ce temps-là. Donc, on va laisser aller. Tantôt, on va juste donner un petit coup de fouet pour rendre ça tout homogène. Donc, on se dirige vers la friteuse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser serpenter notre pâte à l'intérieur du cercle. Ça prend environ 1 minute et demie, 1 minute de chaque côté.
Des fois, ça peut aller plus vite, tout dépendant de la température de l'huile. Là, on est à 350 degrés. Je pense qu'on va le monter au maximum, c'est 375. Ça va saisir plus vite, ça va gonfler aussi. On va préparer aussi une petite garniture classique, du petit sucre en poudre. On va prendre une petite passoire. On va juste en saupoudrer par-dessus. On va juste enlever le cercle pour le tourner. Un coup qui est formé, on peut le tasser, en partir un deuxième, donc c'est pratique. Je tourne de côté. Et voilà. Donc, vous voyez, on a un beau petit gâteau en forme de serpentin. Fait que pendant que le premier est fini de cuire, on va en partir un deuxième. Donc, je retire encore. Je retire donc le cercle de la deuxième. Je vais la pivoter. La première doit être prête. Donc, bien dorée des deux côtés. Donc, je vais la secouer légèrement. On va la porter tout de suite sur le papier absorbant. On va vraiment secouer l'excédent d'huile. Et avec notre sucre en poudre, on va déposer notre passoire. D'accord, voilà. On va légèrement saupoudrer. Ça va fondre un petit peu, donc on va le voir encore, notre petit gâteau, puis on peut pas le déposer dans notre assiette. Déposer notre deuxième. On va en calculer 2 par portion. Là. Je trouve qu'on va être raisonnable comme ça. Notre ganache, elle doit être prête. Ça fait assez longtemps qu'elle est là. On va juste fouetter la crème pour incorporer le chocolat qui a fondu à cause de la chaleur de la crème. On va vraiment juste fouetter comme ça. Tout amalgamé. Ça peut aussi être une bonne variante si vous avez le goût de faire une fondue au chocolat originale. Donc, juste déposer 2 shots d'expresso environ dans votre plat de fondue. Puis amusez-vous, essayez avec du chocolat au lait, du chocolat blanc. C'est le même principe. Les chocolats blancs et chocolat au lait nécessitent un petit peu moins de crème parce qu'ils sont un petit peu plus mous déjà. Le chocolat au lait contient du lait. Le chocolat blanc, c'est surtout du sucre. Donc, on va continuer à en faire. On n'arrêtera pas, on ne perd pas le rythme. Là, je les secoue parce que vu que c'est pas une forme vraiment... c'est pas plat. Donc, il peut y avoir des petites cavités où l'huile reste emmagasinée. Je veux juste pas qu'il y ait de flaques d'huile puis que la pâte, elle imbibe ce gras-là. Donc, je les tape un petit peu. On va les mettre à côté. OK, là, on y va pour le Joe Manion. Donc, quand j'en achète un en vacances, là, Disneyland, Wildwood, Old Orchard, nommez-le, ils sont pas mal tous standards. Ils ont un cercle, eux autres, d'environ 7-8 pouces. Donc, ça va vraiment... Je vais essayer de me faire une barrière avec ma première ligne de pâte, puis après ça, je vais remplir l'intérieur. Donc, on fait un grand rond. Puis après ça, on y va tout croche. Donc, on laisse ça aller. Encore là, 45 secondes à 1 minute, peut-être un petit peu plus. Vu qu'on a augmenté la température de l'huile, ça va un petit peu plus vite, là. Je vais faire attention quand je vais le tourner pour ne pas avoir d'éclaboussure d'huile. Donc, idéalement, ce serait de le prendre par le côté qui est le plus près de vous, puis de lui faire la bascule par en avant. Donc, si jamais ça avait à tomber, on éclabousserait le mur et non notre personne avec de l'huile chaude, ce qui est une bonne chose en soi. Tantôt, je vous ai dit de ne pas faire des rondes, des spirales. Vous allez voir pourquoi. Je ne sais pas si vous le voyez dans l'huile en ce moment, mais le fait que j'ai fait une spirale, ils ne se tiennent pas entre eux autres. Regardez, mon petit boudin il a tendance à vouloir se détacher. Donc, c'est pour ça qu'on les croise, on les croise pour que ça forme une masse de pâte frite. Donc là, celle-là, c'est prêt. On va juste bien absorber. Et on va saupoudrer de sucre généreusement. Donc ça, c'est pas mal la façon classique de le servir. Alors, on va maintenant couper notre lasagne et dresser notre potage. Je vais vous montrer, moi, comment j'aime bien servir ma soupe. Donc, on va remplir notre bol bien comme il faut. Si pour être un repas, vous pouvez facilement mettre 12 à 16 onces de soupe dans votre bol. Normalement, c'est une tasse 8 onces. Donc, je vais en mettre une bonne dose. J'ai un beau gros bol, on va en profiter. On va faire un petit peu de fantaisie. Donc, avec une cuillère à thé, ce qu'on va faire, je vais déposer un petit peu de crème dedans. Je vais vous montrer. Je vais déposer un petit cercle, 2 petits cercles, 3 petits cercles. On dit, c'est donc bien cute, des petits cercles. Ah oui, c'est beau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais râper de la muscade. Une petite épice qui est très agréable. Puis comme c'est une courge muscade, je
trouve que c'est à sa place. Donc moi, je la servirais comme ça. Et avec un petit couteau, très fin, on va transpercer les cercles. Ce que ça va nous faire, c'est des beaux petits cœurs. Là, vous avez une belle petite présentation, vous amenez ça à votre blonde, puis tiens chérie, c'est pour toi. Elle a fait « Oh, t'es donc bien fin! » OK. Fait que, on va couper notre lasagne maintenant. Juste, on va la couper en 4, OK? Chaque plat en 4, donc. Je vais l'aider un peu, je vais faire le contour parce que je pense qu'on... Le fromage s'est attaché au plat. On va s'en servir un beau carré. Vous allez voir comment que ça se tient bien, une lasagne avec des pâtes fraîches. Regardez ça. Essayez de faire ça à la maison avec votre lasagne à la viande puis à la sauce à ma tante qui coule partout. C'est mignon comme tout. On est presque capable de voir tous les étages. Donc, chaque rang de pâte a bien cuit, imbibé le jus de l'étage précédent avec la petite sauce qu'on y a mis entre chaque. Le fromage a fait sa job de colle. Donc, vous avez un beau... Il danse. Il est encore moelleux, mais il ne tombe pas. Donc, avec ça, on pourrait garnir de quelques herbes fraîches, un petit bouquet de basilic. Et voilà, on a nos beaux petits repas italiens. Un beau velouté de courges musquées. Donc, on a aussi notre lasagne ici qu'on a mis avec différents étages, dont une avec fromage, ricotta et épinards. On a des aubergines, on a des zucchini avec les poivrons. On a aussi la viande de veau. Toujours avec notre petit mélange de fromage entre chaque étage avec cheddar fort. On a du mozzarella, on a du fromage Montérégie. On a aussi la vailloche du ruban bleu. Et on a aussi un peu de parmesan là-dedans. Donc, sauce tomate basilic, toute simple. Gratiné au four, une tonne de fromage. Délicieux, très réconfortant ces soirées froides d'automne. Puis on a nos petits gâteaux de foire qu'on va appeler, ou nos gâteaux entonnoirs, maintenant qu'on a compris que funnel était utilisé dans le terme d'entonnoir. Donc, je vais juste garnir ça avec un petit peu de chocolat. On va juste faire des petits rubans. OK? Question de rendre ça joli. Et voilà. Donc, je vous invite à vous asseoir calmement au chaud près du foyer, puis de manger votre potage, votre lasagne et vos petits gâteaux en souvenir de l'été qui vient de finir. Donc, plein de saveurs d'un peu partout, mais plein de produits de chez nous. Donc, on les a tous transformés pour les donner au goût de chez nous, une petite saveur d'ici. Bon appétit, profitez-en bien et on se revoit bientôt.